Bonjour à tous, c'est le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Egghead est encerclé par une flotte de 100 navires, parmi lesquels 20 immenses bâtiments de guerre. 30 000 soldats ont été mobilisés. Cette force de combat inouïe est commandée par 9 vice-amiraux et l'amiral Kizaru, tandis que Saturne, membre du Gorosei, souhaite que sa présence demeure secrète. L'équipage des Mugiwara est dans l'île. Sentomaru affronte Kizaru. Rob Lucci donne des infos à Saturne, Bonnie dans le groupe et la menace York a été neutralisée. La situation s'est donc améliorée pour l'équipage, mais l'île est toujours encerclée. Les vice-amiraux sont toujours déterminés. Les navires de guerre sont sur le qui-vive et Kizaru, qui est un combattant expérimenté, intervient. Sanji contre Kizaru, Zoro contre Kizaru, Luffy contre Kizaru, Luffy contre Saturne, Jinbe contre un vice-amiral, contre deux vice-amiraux, Rob Lucci qui reprend son poste, ou pas. L'intervention de Monkey D. Dragon. Nous sommes dans la fin de l'arc Egghead et le moins que l'on puisse dire c'est que ça va frapper fort. Petite sponsor avant de démarrer et on parle de tout ça. Plongez dans l'univers épique de Red Shadow Legends, découvrez un océan de héros légendaires, chacun avec son propre rêve et son propre objectif, tout comme les membres de l'équipage du Chapeau de Paille. Affrontez des boss colossaux, des ennemis redoutables, explorez des donjons mystérieux, à travers des batailles épiques. Tout comme Luffy et ses amis qui affrontent les puissants pirates du Nouveau Monde. Il y a des événements spéciaux, des compétitions et des quêtes pour gagner des récompenses épiques. L'un des boss les plus difficiles est un Hydra, avec plusieurs têtes différentes, chacune étant une bataille de boss complète à elle seule. La tête de décomposition consiste à vous abattre et à renforcer ses alliés. Cela fait en sorte que la guérison de l'équipe diminue ses PV. Donc la guérison n'est pas toujours une bonne chose. On va gentiment demander à Chopper d'aller se cacher. La tête de colère affaiblit et nargue votre équipe, mais la vraie douleur vient une fois que vous l'avez un peu battu. Après l'avoir frappé 15 fois, la tête donne un nouveau buff effrayant, Vengeance, qui triple sa puissance d'attaque jusqu'à la fin de son prochain tour. Ensuite, elle vous frappe. Il faut faire attention à ce qu'elle n'ait pas Vengeance. Un peu comme King qui aurait dû faire attention avec le Haki des rois de Zoro. Voulez-vous un champion légendaire gratuit? Découvrez donc le fameux Sun Wukong, le roi singe, qui est l'une des inspirations pour Monkey D. Luffy en personne. Il faut juste se connecter à Red pendant 7 jours différents, entre le 22 août et le 23 octobre. Aucun voyage vers l'ouest n'est requis. Téléchargez le jeu dès aujourd'hui, obtenez un pack cadeau qui comprend un personnage avec un pack cadeau gratuitement d'une valeur de 30 $. Un homme qui représente le singe et qui a une prime de 3 milliards de berries sur la tête. Un génie scientifique, 9 commandants. Vous pensez que je parle du camp de Luffy, mais non. Je parle du camp adverse. Kizaru le singe jaune, Saturne le dieu guerrier de la science, 9 vice-amiraux. Eiichiro Oda est un véritable génie de la mise en scène. Il a fait en sorte que tout colle jusqu'à la prime de Kizaru qui est de 3 milliards, tout comme celle de Luffy, alors que Kizaru est un marine. Mais l'auteur excelle aussi dans l'illusionnisme, car pour ce cas précis, il donne l'illusion que le camp de la marine peut faire grand chose au niveau individuel. Or, si la marine est venue avec 30 000 soldats et 100 navires, dont 20 bâtiments de guerre, ce n'est pas pour rien. L'auteur aime faire croire qu'un personnage ou qu'un groupe de personnages peut faire grand chose contre un camp adverse, alors que ce n'est pas le cas. Exemple simple, Luffy qui frappe Magellan en fin de chapitre 534. On pouvait se dire que Luffy avait une chance, mais ce coup en réalité scellait son sort. Magellan finira l'affrontement en le regardant de haut, tout en lui disant « Considère cela comme mon châtiment ». Vilain truc. 24 heures d'agonie pour ensuite connaître ce qu'est le véritable enfer. On pourrait aussi prendre le cas de Cracker avec Luffy, qui détruit Cracker, qui n'était en réalité qu'un seul soldat, tout en sachant que Cracker peut en faire autant qu'il veut, et tout en sachant que Luffy affirmera que le Haki de Cracker est extrêmement dur. Ce ne sont que deux simples exemples parmi tant d'autres, pour bien faire comprendre que l'auteur n'en est pas son coup d'essai. Et le cas de Egghead est justement représentatif, car un schéma semble être utilisé par l'auteur pour faire croire que la marine peut faire grand chose au niveau individuel. Tout d'abord, il faut comprendre les enjeux de la bataille d'Egghead. En effet, les enjeux sont de niveau mondial, c'est-à-dire que les conséquences impacteront le monde. L'équilibre du monde a été introduit par Garp avec Shichibukai, Marine, Yonko. Sauf que les Shichibukai ont été abolis et que la Marine a perdu un grand pouvoir en soutien. Sauf que Vegapunk lui a permis d'avoir encore mieux, le SSG, des Shichibukai 2.0 qui obéissent, qui ont un énorme potentiel et une résistance de Lunaria. Tout l'intérêt est donc de récupérer le SSG. Voilà pourquoi la marine a préparé une énorme opération spéciale, sans savoir qu'il avait l'équipage d'un Yonko. L'opération a été menée à l'origine juste pour récupérer le SSG, car c'est avec le SSG que l'équilibre du monde est bouleversé. Les Shichibukai étaient avant tout des pirates, c'est donc de facto une force qui est compliquée à gérer. La marine a donc besoin de récupérer cette puissance. Les Yonko sont en mouvement, Barbe Noire, Shanks, la Cross Guild met des primes sur les marines. Et justement, arrêtons-nous un instant sur la Cross Guild, on se rend compte que la situation est tout de même extrêmement complexe. En mettant des primes sur les marines, même des civils n'hésitent pas à attaquer pour empocher les primes. La Cross Guild met directement en danger les hommes qui travaillent et qui représentent l'institution tout entière. Il faut impérativement l'éliminer, sauf qu'il y a un flou autour du niveau de la Cross Guild, car la marine croit que Baguette peut soumettre mieux que Crocodile. Donc faire une opération spéciale pour attaquer la Cross Guild peut s'avérer dangereux pour la marine, qui est bloquée. Alors que si la marine récupère le SSG, eh bien c'est différent, car la marine sera épaulée par une énorme puissance. Les pertes seront quoi qu'il arrive limitées. Engager un conflit en sachant que l'on peut perdre beaucoup d'éléments, c'est compliqué. Mais
Mais engager un conflit en sachant que l'on peut perdre tout court, c'est encore autre chose. Le SCG s'avère être un élément déterminant pour la marine, qui doit impérativement le récupérer. Donc, s'il faut déclarer une guerre totale à Luffy, l'empereur, qui est censé être coincé dans l'île, alors la marine le fera. Tout se joue donc sur Egghead, car Vegapunk est l'allié de Luffy. Sa technologie est donc de fait à Luffy, ce qui ajoute une complication supplémentaire. Si un équipage Yonko parvient à mettre la main sur le SCG, alors l'équipage Yonko sera grandement avantagé. Voilà pourquoi la marine doit récupérer le SCG. Luffy aura une puissance de feu bien trop grande. Voilà pourquoi Egghead est un arc aussi important. En termes de renfort pour la marine, c'est compliqué. Ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Parfois, la marine évite de prendre de gros risques car elle peut subir des pertes conséquentes. Mais parfois, des hommes de la marine disent des choses ou prennent des décisions qui ne sont pas logiques, dans la mesure où on est limite dans de l'insensé. Et on a un exemple typique d'un marine qui a pris une décision qui est purement et simplement insensée. L'amiral Ryukyu, donc Aramaki, qui a cru bon de partir sur Wano Kuni pour récupérer la tête de l'homme qui venait de battre Kaido. Alors que, de son aveu même, il ne serait jamais venu si Kaido était là. Kaido fait peur, Kaido impressionne, Kaido est un véritable monstre qui discute avec un kanabo en main. A contrario, Luffy n'effraie pas. Aramaki le prend pour un gamin. Et il s'est dit qu'il était capable de faire grand chose post-bataille. Ce qui est quand même insensé, au vu des éléments sur place. Et d'ailleurs, on a encore un exemple de l'auteur qui a donné l'illusion qu'il pouvait faire grand chose. Avec Aramaki, on a vraiment un exemple extrême. Mais c'est extrême car c'est à l'image du personnage et de sa justice. Son intérêt était que l'amiral en chef le félicite. Il voulait des félicitations de son supérieur hiérarchique. Au niveau des enjeux, c'est grotesque. Impressionné à Kainu. Il s'est mis dans une telle situation juste pour ça. A contrario, sur Egghead, les enjeux sont justement colossaux, car ça implique le monde entier. L'avenir du monde va se jouer sur Egghead. Et c'est très impressionnant, dans la mesure où post-Onigashima, après la chute de Kaido et de Big Mom, l'auteur parvient encore à créer de tels enjeux. Si la marine doit prendre des risques inconsidérés, alors elle les prendra. Pour le grossier qui décide, les soldats ne sont que des pions. Les vice-amiraux ne sont que des pions. Même Kizaru n'est qu'un pion. Et c'est de son aveu même. Il connaît la situation, il avoue qu'il n'est qu'un pion sur l'échiquier. Ce n'est pas lui qui joue, on joue avec lui. De son côté, Luffy a promis à Vegapunk de l'aider, donc ça ne peut pas se régler sans conflit. De plus, Luffy vient à peine de devenir empereur. Est-ce que la marine peut réellement le mettre à terre? On parle de l'homme qui a battu Kaido. On parle de l'homme qui est parti chez le roi des bêtes, qui l'a défié, qui a perdu la vie contre lui, qui est revenu pour le battre et qui l'a battu. Pour bien comprendre qui est Monkey D. Luffy, c'est l'homme qui a battu le patron que Ryukyu ne veut pas embêter. Le patron qui fait que le Gorosei ne veut pas l'embêter. Ils ont mis sur une balance le retour de Nika et énervé Kaido. Et ils se demandent si ça en vaut la peine. Luffy, c'est lui. Luffy, c'est l'équivalent de Barbe Blanche qui arrive sur Marineford et qui fait comprendre à tout le monde qui est le patron sur place. C'est le mur qu'il faut fissurer avec des plans et de la trahison. Luffy a un statut particulier car il a battu un Yonko, qui était d'ailleurs considéré comme étant invulnérable. Quand le commun des mortels entend Kaido, on sait qui est la bête. On sait qui est le roi des bêtes. Luffy l'a battu, donc s'il est bien une personne qui mérite le respect, c'est bien lui. Avoir envie que Luffy se fasse mettre en extrême difficulté par quelqu'un, c'est quelque chose. Mais vouloir que cette personne est un amiral qui ne bat pas Marco, qui avoue être plus faible que Rayleigh, qui a des ambitions proches du néant et qui avoue n'être qu'un pion, c'est autre chose. On démarre donc directement l'opposition avec Luffy et Kizaru. Luffy est plus fort qu'un amiral, c'est un fait. Tout ce que l'amiral peut faire, c'est combattre, en sachant qu'il ne pourra pas gagner. Car il faudra un concours de circonstances exceptionnel. Pour l'instant, il n'a pas de pouvoir spécial qui immobilise en un coup, comme Boa, Kuzan, Sugar ou encore Perona. Quand on avoue avoir besoin d'un plan pour Rayleigh vieux, qui avoue quant à lui être plus faible qu'un empereur, ça ne sert à rien de chercher à comparer l'incomparable. On n'est plus sur l'archipel. Luffy est un Yonko, Luffy est le Gear 5, et Luffy peut sortir un Bajrangun qui a battu Kaido. Luffy a un Haki des rois offensif, un HDA évolué, un HDO évolué. Rayleigh a pu toucher Kizaru en forme ultra rapide. Luffy peut donc le toucher en forme ultra rapide. Grosso modo, Kizaru est un grand combattant qui est forcément une menace pour l'équipage, mais qui n'est pas une grande menace pour Luffy en 1 contre 1. Il faut comprendre la nuance, et via son gros niveau, il peut battre les éléments les plus faibles. Dans l'absolu, il peut leur ôter la vie. Mais quant au capitaine, c'est une autre affaire. Quand Akainu est parti voir Barbe Noire, Akainu était forcément une menace pour l'équipage. Pourtant, il n'avait aucune chance de gagner. Shiryu, Barbe Noire de fruits, membre du niveau 6 d'Impel Down. Une fois que l'on saisit la nuance, on comprend tout. Un combattant peut être une grande menace, sans pour autant être plus fort que le meilleur élément d'en face. Être du même niveau, ou sans pour autant pouvoir gagner. Kid était une menace pour la flotte de Shanks et pour l'équipage de Shanks. Pourtant, Shanks l'a one-shot. Big Mom est supérieur à King, pourtant avec un coup de pied, King a dégagé tout l'équipage de Big Mom comprise. King est donc une menace. Pareil pour Marco qui a dégagé tout l'équipage. Voilà pour l'opposition Kizaru-Luffy. Parlons de Saturn et Vegapunk. Vegapunk n'est pas un combattant, et ça tombe bien, car la comparaison doit se jouer sur la science. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Vegapunk a 500 ans d'avance sur l'humanité. Son crâne est à l'image de toutes les connaissances qu'il a accumulées au fil du temps. Cet homme n'a pas d'égal, il est beaucoup trop loin. Dans son domaine, il est beaucoup trop fort.
Il permet au GM de remplacer les Shichibukai qui comptaient Doflamingo, Mihawk ou encore Boa Hancock. Voilà pour l'opposition Vegapunk Saturne. Maintenant il faut parler du cas des vice-amiraux. Et là, c'est à l'image des oppositions précédentes. On nous présente le camp de la marine avec 9 vice-amiraux. Du côté Mugiwara, on a 9 commandants et vice-commandants. Pour être compréhensible au niveau des rapports des forces, on fait une distinction entre commandant et vice-commandant. Mais parlons de commandant pour faire un groupe. On a donc Nami, Usopp, Robin, Chopper, Franky, Brook, Zoro, Sanji et Jinbei. Et je ne compte pas Lucci, Kaku, Stussy, Bonnie. Restons sur les 9 commandants. Pour être clair, si on a un 9 contre 1, la seule finalité c'est un carnage. Les vice-amiraux se font littéralement massacrer par les Mugiwara. Ça n'a rien à voir. Les vice-amiraux sont comme des vice-commandants Jonko. Le terme vice-commandant n'existe pas officiellement, mais on l'utilise pour faire une distinction entre Nami et Zoro, Sasaki et Queen, Curiel et Marco, etc. On est toujours dans une démarche de simplification pour être clair et compréhensible. D'ailleurs, certains équipages ont des termes spécifiques, comme les Okanban et les Tobiropo. Chez Big Mom, on a des suites commandeurs. Chez Shanks, on a les Big, tandis que Shanks est le Big Boss. Le boss des Big, même si j'aime dire que c'est le Big Boss du monde. Quand on parle de vice-amiraux dans l'œuvre, c'est un poste qui est large en fonction du niveau, car des vies sont bien plus faibles que d'autres. Il y a du top et du moins top. Par exemple, Maynard est un vice-amiral, pourtant Bartholoméo l'a one-shot sans problème et l'a mis à la poubelle. Basti est un vice et Sabo l'a humilié. Sabo est plus fort que Bartholoméo, mais ce qui importe c'est qu'on observe qu'un vice peut perdre facilement contre quelqu'un comme Bartholoméo ou encore Sabo. Dans la hiérarchie, les Shichibukai sont supérieurs aux vice-amiraux. La seule exception est Garp qui n'a pas de niveau en lien avec le poste. Pour tous les autres, on a une limite de puissance. Les Shichibukai sont supérieurs, quoi qu'il arrive. Et chez les Mugiwara, on a Jinbei qui est un ex-Shichibukai. Donc, rien que Jinbei représente un mur infranchissable en 1 contre 1. Jinbei est un homme poisson qui frappe fort et qui frappe bien. Un bon coup et n'importe quel vice aurait du mal à rester debout, voire à se relever tout court. Sur Marineford, quand Oz Junior intervient, les vice-amiraux sont mis devant lui en guise de rempart. Pourtant, il était inarrêtable. Il a tout balayé. Il lui aura donc fallu l'intervention des Shichibukai. C'était la condition sine qua non pour l'arrêter. Du côté marine, il n'y avait que les Shichibukai, les amiraux, Garp et Sengoku qui auraient pu l'arrêter. Ce qui doit nous faire réfléchir quant à Egghead. Les corps de Vegapunk peuvent être en danger contre les vices. Mais du côté Mugiwara, hors capitaine, on a 3 pirates qui peuvent les terrasser. Sanji s'est pris un coup de séraphin de plein fouet. Il n'a même pas bougé. Pire, il s'est pris une attaque d'épée de Queen de plein fouet. Il a à peine bougé. Comment des vice-amiraux pour lui faire très mal? Zoro est venu à bout de la meilleure technique de King. Il était assez rapide pour le toucher, assez vif. Il a pu le battre. Jinbei représente un Shichibukai qui est supérieur à n'importe quel vice. Jinbei, c'est dans le pire des cas un Doflamingo. Dans le meilleur des cas, il a un niveau supérieur. Un vice ne peut vaincre Doflamingo. Jinbei est un cheat code contre Moria, contre Crocodile. Il maîtrise l'eau qui affaiblit n'importe quel utilisateur. C'est un tank, il a un très bon HDA. Il bouge rapidement et c'est un bon stratège. Momonga était impuissant contre Boa. Smoker était impuissant contre l'eau. Smoker était impuissant contre Doflamingo. Un Shichibukai et un vice-amiral, ça ne joue pas dans la même cour. Quand on prend Zoro et Sanji, on comprend que les vices ne peuvent quasiment rien faire, même à 9 contre 2. Parfois, même à plusieurs contre 1, ça ne sert à rien. Pour ce cas précis, ils sont 2. Et soyons clairs, à 9 contre 2, que peuvent-ils réellement faire? Sanji est tellement rapide qu'il en devient invisible. Il a un excellent HDO, une puissance physique assez forte pour battre Queen, une régénération, une incroyable résistance. Zoro dormait quand Kaku a attaqué. Il s'est réveillé et l'a contré. On pourrait se demander si les vices actuels sont plus forts que les anciens. Mais c'est comme pour les nouveaux amiraux, qui ne sont pas plus forts que les anciens. En tout cas, aucun élément ne prouve une supériorité. Dans les deux cas, ils étaient déjà dans la marine, car on n'a pas de mention quant à de nouveaux recrutements. Les nouveaux amiraux ne sont pas plus forts que les anciens, mais ils sont plus extrêmes dans leur justice et leur façon d'être. Nuance. Kizaru est resté amiral. Aramaki a succédé à Kainu, qui a succédé à Sengoku, et Fujitora a succédé à Aokiji. Akainu est plus extrême que Sengoku, qui était pourtant dur avec les pirates. Akainu c'est encore au-dessus, mais Aramaki est encore plus extrême que lui, on a pu le voir sur Wano Kuni. Quant à Fujitora, il a une justice honorable. Il est donc plus extrême qu'Aokiji, qui avait une justice pépère. Il s'est agenouillé alors qu'on parle d'un amiral. Les nouveaux amiraux sont donc plus extrêmes. Voilà donc pour la comparaison détaillée des deux camps. Quoi qu'il arrive, le camp des pirates est largement supérieur. Ce qui peut aider la marine, c'est le fruit de Kizaru, qui est grandement avantagé de par la technologie de protection. Maintenant parlons de Monkey D. Dragon, car Dragon peut intervenir sur Egghead pour plusieurs raisons. Dragon est le chef des Revo qui sont en opposition directe avec le GM, sauf que la marine combat pour le GM. Les Revo sont donc opposés à la marine. Et sur Egghead, il y a Saturne et Kizaru, deux chefs des deux instances, le GM et la marine. Le narrateur parle d'un incident qui va choquer le monde. Donc, je me suis posé une question. Ne serait-il pas grand temps pour que Dragon choque le monde? Dragon est le plus dangereux criminel du monde, mais pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose devant nous. Il n'est pas parti sur Marie-Joise. Il aurait pu, mais il n'est pas parti. Il a laissé Sabo, Morley, Karasu et Lindbergh, ce qui n'est pas un mauvais choix au final, au vu du fait qu'ils aient réussi. Pour Dragon, ceux qui travaillent pour le GM sont tout simplement des toutous.
Dragon connaît le GM, les méthodes du GM, les Tenryubito et ce qu'ils font. Pour le comprendre, il faut savoir que défendre la noblesse mondiale fait partie des devoirs d'un marine. Quand on devient marine, on est conscient du fait que notre puissance est, quoi qu'il arrive, mise à la disposition des nobles. Les marines sont ceux qui protègent les Tenryubito. Mais il y a des marines qui, de par leur grade, sont encore plus concernés quant à leur protection. Les amiraux. La relation qu'il y a entre les amiraux et les nobles est très forte, car les amiraux sont sous l'autorité directe des dragons célestes. Un amiral est justement sur place, et l'amiral met directement en danger la vie de plusieurs personnes chères aux yeux de Dragon. Son fils, il a déjà aidé sur Locktown, Vegapunk, il lui parle au téléphone, il le connaît depuis très longtemps, et Robin qui l'a côtoyé. Il a donc tout intérêt à intervenir sur Egghead. Le GM veut conserver la technologie de Mother Flame, une technologie qui a failli abattre Sabo, le second Dragon, l'homme que Dragon a recueilli, a entraîné. On pourrait même dire qu'elle est son père adoptif, ou spirituel. C'est une technologie qui a abattu beaucoup d'innocents. On parle de destruction massive, et le GM veut récupérer cette puissance. Si Dragon doit bouger, c'est maintenant. De plus, il pourrait sauver Vegapunk, qui pourrait à terme mettre sa science au service des Revo. Et là on aurait enfin un boost pour les Revo. Si Vegapunk donne le SSJ à Dragon, et s'il utilise sa science pour booster les Revo, on aurait une bien plus grande menace pour le GM qui doit payer. Dragon était introduit en août 1999. Nous sommes en 2023. 24 ans séparent Egghead de l'introduction de Dragon. D'après le narrateur, l'événement va choquer le monde. Le terme choqué est fort, car ça fait référence à une réaction face à quelque chose de profondément perturbant. Le narrateur parle du monde entier. La chute de Kizaru seul ne peut pas réellement choquer le monde entier, dans la mesure où Garp, le héros de la marine, le héros légendaire, est déjà porté disparu. Garp et Kizaru, ça n'a rien à voir. Pour le monde entier, Garp a capturé le roi des pirates. Par contre, Saturne représente la plus haute instance mondiale. S'il lui arrive quelque chose, alors ce serait du jamais vu. Si toute la flotte se fait annihiler, Kizaru et Saturne compris, alors on aura un vrai choc pour le monde. Le journal fait mention du fait que Luffy s'est barricadé sur Egghead. Le monde connaît l'île. C'est un lieu mondialement connu. Cette île pourrait être entièrement détruite. On ne peut pas laisser les Séraphins, Mother Flame et Egghead, la science de Egghead, au GM. En tout cas, ce serait très mal joué. Stratégiquement, c'est une catastrophe. Détruire l'île semble être un bon moyen pour que la marine puisse en bénéficier. Kaido est un Yonko avec un Kanabo et un Zoan mythologique. Barbe Blanche est un Yonko avec un Meito et un Paramecia. Big Mom est un Yonko avec une épée et un Paramecia. Shanks est un Yonko avec un Meito et surtout Jackie des Rois. Luffy est un Yonko sans outils et avec un Zoan mythologique. Quant à Dragon, on ne l'a jamais vu avec Uchi. Rayleigh a Meito, Shiki des Meito, Roger a Meito, Xebec a Meito, Oden des Meito. Ceux qui ont atteint ou surpassé le niveau empereur ont un minima un outil. Même Barbe Noire a des outils, tout en sachant qu'elle a carrément 2 fruits. Dragon combat donc peut-être avec un ou plusieurs outils. Et s'il n'en a pas, alors il pourrait compter sur un fruit et son acquis. Ou alors, que son acquis. Dragon pourrait combattre comme Luffy et Garp, sans outils. Soit comme Garp sans fruit, soit comme Luffy avec un fruit. Mais quoi qu'il arrive, le Haki Dragon est monstrueux, car il faut qu'il le soit. Le Haki des rois est le Haki de la volonté, de l'ambition. Dragon a une volonté à toute épreuve et de très grandes ambitions pour le monde. S'il intervient réellement sur Egghead, il pourrait dévoiler son fruit, s'il en a mangé un. Mais surtout son Haki des rois, un peu comme Shanks sur Wano Kuni, il y a un an. Tous les plus grands de ce monde sont en mouvement. Shanks a one-shot Kid. Chichi a battu l'eau. Luffy a battu Kaido et il part sur Elbaf. Dragon est le seul qui ne s'est pas encore illustré. Son père a perdu en sauvant Kobe. Son fils est devenu empereur. Son second a libéré Kuma. Morley et Karasu ont affronté Fujitora et Ryukugyo. Il ne manque qu'une seule personne pour entamer l'ultime phase. Monkey D. Dragon. Dragon est unique et irremplaçable dans la mesure où il représente la révolution mondiale. C'est le chef de l'orga. Il est à l'origine du mouvement. Il a un niveau empereur. Saturne est quant à lui qu'un membre du Gorosei. En tout, il y a 5 hommes. Kizaru est un amiral qui est remplaçable. Aokiji était remplacé par un homme qui n'était même pas dans la marine. Si Dragon intervient, alors le monde sera choqué. Cet homme représente la révolution mondiale. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.